moi je veux faire pleurer les gens. Moi c'est mon dada, j'aime bien faire pleurer les gens. J'aime bien qu'ils se disent mais putain waouh, c'est encore mieux que ce que je pensais quoi. Quel client pouvait me payer pour que j'aille filmer pour lui en fait. Ouais. Donc je me suis dit que si je voulais voyager, la meilleure manière, bon avec le montage tu peux bosser d'où tu veux tu vois, mais de pouvoir voyager gratuitement limite, bah, c'est qu'un client te paye le billet d'avion, te paye la prestation pour du filmmaking tu vois. Moi je suis passionné à la base, donc l'argent c'est bien, mais ça fait pas tout. Quand tu vois les vidéos comme Squeezie ou quoi, c'est un travail monstre le monteur, vraiment c'est un travail monstre qu'il fait, et il arrive vraiment à chaque émotion, il change de musique pour vraiment accentuer une émotion. Et moi c'est ce que j'adore. Quand je faisais des vlogs, il n'y a jamais un moment où on m'a dit de changer le vlog en soi. Okay. Genre le choix des musiques, le choix de la colo, le choix de tout, c'est moi qui le faisais. Et je pense que j'ai eu de la chance d'affirmer ma patte et que mes clients du coup ils venaient pour ma patte. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'envers du décor. Et aujourd'hui on est avec Alexandre. Salut, ça va? Alex pour les intimes. Alex, ouais. Ça va et toi? Ou Nini, si tu veux. Nini? Ouais. Ok. Ma soeur m'appelait comme ça donc. Ta sœur? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Ouais. Bah écoute, là j'ai 24 ans, bientôt 25. Ouais. On est en juin donc voilà. Je suis coach d'une formation que j'ai lancée en octobre. Okay. Et avant ça, j'ai lancé 2 boîtes de prod, dont une dernière que là j'ai quittée il y a pas longtemps. Ouais. Sur laquelle j'avais plutôt un rôle de directeur artistique, en gros. Voilà. Ok. Donc moi je suis un peu spécialisé vlog, teaser, juste les émotions, voilà. Tout dans les émotions? Que ça. J'aime bien faire pleurer les gens. Mais sur des bonnes choses, bien pleurer, tu vois, pas un... Donc filmmaker et monteur vidéo. C'est ça. Directeur artistique aussi, j'ai vu. C'est ça, ouais. En fait, j'étais contraint parce qu'à un moment donné, ma boîte commençait à grossir et il fallait que moi je puisse me décupler et c'est compliqué tout seul. Donc il fallait que je recrute des gens, etc. C'était quoi le nom de la boîte? Numadeo. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, ça a été quoi ton éveil à tout ça, au montage, aux émotions? Comment tu t'es découvert là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et ça a commencé quand j'étais petit. Ok. À la base, je sais pas toi ou pas, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Et moi j'étais beaucoup sur Dofus. Et je sais qu'à l'époque, quand je voulais voir des personnes jouer, etc., pour prendre du niveau, t'avais beaucoup de petits montages. Bon, c'était en 2009, 2010, 2008. Donc en vrai, c'était pas des montages de ouf. Mais t'avais toujours ce petit screenshot avec une musique de Linkin Park, Evanescence, tu vois. Et je me suis dit, mais comment faire ce genre de truc-là? Donc je commençais à faire la même chose. Je filmais au téléphone, mon écran, tu vois, c'était vraiment horrible. Et ma mère, elle avait sur son PC portable iMovie. Non, Windows Movie Maker. Pardon. Windows Movie Maker. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, je voyais que je pouvais faire des cuts ou mettre une petite musique. Bon, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Et c'est vraiment commencé comme ça, à me dire que putain, c'est fou, je peux vraiment faire des cuts, je peux vraiment créer ce que je veux et tout à travers la vidéo. Et ça a commencé juste comme ça, à la base. Okay. Voilà. Petit montage des Dofus sur Movie Maker. C'est ça, ouais. Après, ça a commencé moi qui me filmais la webcam du PC portable. Ouais. Je dansais, je faisais des transitions et tout. Et j'aimais bien le fait de me dire que dans la vraie vie, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'ambiance. Et que je pouvais recréer tout ce que je voulais en fait en vidéo. Ouais, je trouvais ça fou. Voilà. Ok. Et toujours la recherche d'émotion dès le début ou c'était venu après ça? C'était un peu des deux, honnêtement. Genre moi j'ai toujours je suis un amoureux moi si tu veux à la base. Je suis un amoureux et j'aimais beaucoup genre pleurer ou être triste ou ressentir des trucs qui pouvaient m'amener un peu de dopamine, tu vois. Ouais. Et j'aimais beaucoup me dire qu'à travers la vidéo je pouvais être maître de créer une nouvelle réalité. Et du coup j'étais absorbé par ça et me dire que c'est moi qui va décider de ce que je veux que les gens voient du coup. Ouais. Et du coup, avec la vidéo, je pouvais recréer ça, quoi. Donc, ouais, c'est clair qu'avec le montage, y a tellement de types de montage pour recréer des émotions à travers le montage. Il y a tellement de possibilités infinies à travers un montage et de vision par monteur vidéo aussi. Ouais. C'est assez impressionnant. Et du coup, c'était quoi ton parcours scolaire là-dedans? Parcours scolaire? Moi, j'ai jamais été... Enfin, c'était un peu bizarre. Genre, quand je bossais pas, j'avais des mauvaises notes. Et quand j'ai juste écouté en cours, j'avais des bonnes notes. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de normal. Soit j'avais des très bonnes notes, donc des 19, etc. Tu vois. Moi, si tu veux, pour aller très rapide dans l'histoire, après j'ai fait ES, économique et social. Et je faisais un peu de vidéos par-ci par-là, mais c'était juste pour m'amuser, du fun, tu vois. Parce que j'ai toujours été passionné par ça à la base. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'ai pu faire, je sais pas, j'ai une bêtise, mais peut-être 1 an de montage, de tout et n'importe quoi. Juste. Après, j'ai arrêté peut-être pendant 2 ans. Après, je suis revenu avec un nouveau PC. Après, j'ai commencé à faire des vidéos sur Minecraft, tu vois. Après, j'ai arrêté pendant 2 ans. Donc, à chaque fois, c'était que des pics de période. Et j'ai vraiment commencé quand j'étais au lycée. Donc là, je faisais des podcasts et tout. Donc, il y avait Cyprien, Norman, tout ça. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, je faisais des trucs, podcasts avec une GoPro limite au-dessus de ma chambre, tu vois. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Juste, après, j'ai eu mon bac et je suis parti en fac de droit. Après, j'avais arrêté le montage et tout pendant peut-être 1 an. Et ça a vraiment pété quand je me suis dit que le montage, ça me manquait. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était pas forcément être à la caméra, mais être derrière. Donc c'était vraiment ça. Je me suis rendu compte que le montage, vraiment, ça me plaisait. Je le savais déjà avant, mais pas à ce point-là, quoi.
Voilà. Donc en fait, tu as fait 0 études dans le montage pur. Bon, on va dire que quand j'ai arrêté, après j'ai fait un BTS assistant manager, et quand j'ai arrêté, pour montrer à mes parents que j'allais continuer dans ces études-là, j'ai fait un bachelor dans le digital, si tu veux, dans une école à l'île de la Réunion. Sauf que j'ai pas appris en fait, si tu veux. C'était juste pour me soulager et me dire bah c'est bon, je fais un truc et peut-être que j'aurai un diplôme. Que d'ailleurs j'ai arrêté 3 mois avant les partiels, donc j'ai pas de diplôme en fait. Donc j'ai juste payé une école pour me dire que j'étais dedans. Et finalement, bah quand ma boîte, en tout cas celle d'avant, pas Numadeo, mais celle d'avant commençait à me prendre trop de temps parce que j'avais déjà des clients, etc. Bah j'ai arrêté l'école justement. J'ai arrêté l'école et je me suis focus sur ça. Voilà. Ok. Et du coup, au final, tout ce que tu as appris en montage vidéo, c'était autodidacte. YouTube, comment ça s'est passé je sais pas, on va dire qu'à la base, je savais pas qu'on pouvait voir des tutos sur YouTube. Genre, je savais pas, j'étais pas parti rechercher ça, quoi. Ouais, je connaissais pas. Donc, juste, je voyais des vidéos, je me suis dit, mais comment ils font ça? Et du coup, j'essayais de m'inspirer, essayer de refaire la même chose. Donc, je faisais des rushs de par moi-même, tu vois, pour avoir du contenu et m'entraîner dessus. Et ça a commencé au fur et à mesure comme ça, tu vois, j'avais pas la prétention ni rien. Et puis quand je voulais vraiment un effet, là j'ai commencé avec le temps à peut-être chercher comment faire sur YouTube. Donc je suis parti sur les tutos, moi je suis sur Final Cut en plus. Donc sur Premiere et tout c'était un peu compliqué. Mais après une fois que c'est les bases c'est pareil sur tous les logiciels. C'est juste la technique ou les raccourcis qui sont différents, etc. Bien sûr. Et du coup j'ai commencé comme ça. Donc j'ai pas fait de formation, juste après beaucoup de tutos au fur et à mesure. Je voyais des vidéos et puis je me suis dit mais comment on fait pour faire ça? Du coup soit je la téléchargeais et j'essayais de démarquer image par image, voir comment l'effet était fait. Après, une fois que tu as accumulé de l'expérience et que tu comprends le délire, tu commences à te dire, ok, c'est comme ça que je peux le faire. Voilà, sans forcément avoir un tuto explicite qui va te dire comment en fait. Tu vois, j'ai commencé comme ça, à la mano, tout seul. Et au niveau de la partie filmmaker, c'est quelque chose où tu es arrivé du coup un peu plus tard là-dessus, parce qu'il faut acheter le matos, etc. C'était quoi ton premier boîtier, ta première expérience avec ça? Mon premier truc, c'était un Canon EOS M50. Un appareil à, je crois, 700 €, un truc comme ça. Parce qu'à la base, c'était pour moi pour YouTube. Je me suis dit, il fallait que j'ai une bonne caméra, etc. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, comme j'ai commencé avec le montage avant, j'avais la possibilité de me dire, ok, j'ai besoin de filmer ce genre de truc-là, avec une transition comme ça, pour faire un montage de telle manière, en fait, si tu veux. Donc on va dire que comme j'ai commencé par le montage avant, j'avais l'impression d'avoir plus de facilité, si tu veux, sur ce domaine-là, en fait. Après quand on débute il y a toujours des trucs qu'on fait un peu à moitié quoi. Bien sûr. Mais ça a commencé vraiment comme ça et donc j'ai commencé avec ça et puis après je me suis dit que apparemment il était possible qu'un client, alors, je savais pas, c'était en 2018-2019, qu'un client pouvait me payer pour que j'aille filmer pour lui en fait. Donc je me suis dit que si je voulais voyager, la meilleure manière, avec le montage tu peux bosser d'où tu veux, tu vois, mais de pouvoir voyager gratuitement limite, c'est qu'un client te paye le billet d'avion, te paye la prestation pour du filmmaking, tu vois. Et j'ai commencé comme ça, j'ai acheté un Sony A7 III. D'ailleurs, je suis toujours dessus d'ailleurs. Je sais pas, je suis adepte de Sony du coup. Et ça bon boîtier parfait pour tout faire. Ouais, j'ai trop kiffé. Et du coup, j'ai commencé comme ça et tout. Et avec l'objectif de base, je crois que c'est un 28-70, un truc comme ça. Bref, 3.5 ou un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai commencé par ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager et tout. Premier voyage, Montpellier. Pas un truc de ouf, mais c'était Montpellier. Et deuxième vraiment voyage où ça a vraiment commencé ma carrière, si on peut dire une carrière, c'était en Thaïlande, en 2 mois. Voilà. Donc, de base, toi, t'es d'où? La Réunion. T'es de La Réunion? Ouais. Et ton premier voyage, du coup, ça a été Montpellier, après Thaïlande? C'est ça. En fait, Montpellier, c'était un prétexte avec un mec que j'avais trouvé sur 5euros.com, qui s'appelle Morad, s'il m'écoute d'ailleurs, trop bien. Et je lui avais dit, je cherche un stage à l'étranger. La France était considérée comme l'étranger, on va dire, d'un point de vue tu vois, pour les stages à l'étranger, quoi. Et du coup, je lui ai demandé si tu connaissais pas quelqu'un et tout dans ton entourage. Il m'a dit si, mon frère et tout, il a une boîte et tout à Montpellier. En fait, on a profité pour faire de la vidéo, quoi. Donc ça commençait comme ça, de la vidéo et tout. Juste après, bref, l'histoire a fait que j'ai quitté mes études pour faire du coup le métier mon domaine dans le digital là. Et après, je devais faire un autre stage. Et du coup, c'était un client que j'avais en Thaïlande qui cherchait un stagiaire justement. Et moi, dans le culot, je lui ai dit mec, viens, j'arrive. Et il m'a dit ok, il a payé 200 € par mois, plus le billet d'avion, plus le logement. C'est entre guillemets pas cher, mais j'ai fait genre 70 vlogs, 80 vlogs en 2 mois. J'ai beaucoup appris surtout. J'ai fait mon premier voyage, Instagram, j'ai pu montrer aux gens que je voyageais, etc. de par mon métier. Donc ça a commencé à m'ouvrir des portes, en fait, comme ça. Donc je remercie infiniment Cédric Beau, d'ailleurs, qui nous écoute, peut-être, j'espère. Et ça on l'enverra. Je l'enverrai. Ok, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, surtout quand on est autodidacte. Donc là, ça a été un bon prétexte pour vraiment mettre le pied dedans et te former à fond. En fait, j'avais rien à perdre. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, c'est pas comme si j'avais une famille, des enfants, une copine. Tu vois, je me suis dit, non, j'y vais. Si je veux que ma vie ressemble à ce que je veux plus tard, il faut que tout de suite je fasse des sacrifices, tu vois. Et encore, c'était pas non plus des sacrifices, tu vois. C'est génial. Tu vois, je voyage. Voilà, c'était cool, quoi. J'ai bien appris. Aujourd'hui, tu voyages un peu partout? Alors, je voyage partout. Maintenant, c'est différent, c'est que je peux choisir où je vais.
Là où avant, du coup, c'était mes clients qui choisissaient parce que voilà. Ouais. Mais là maintenant, c'est plus. Tu vois, pendant 2 ans, j'étais un plus où est-ce que le mois prochain je vais. Donc des fois, bon, c'était pas vraiment le globe parce que j'avais quand même un budget, quoi. Ouais. Donc j'ai fait surtout l'Europe. Et donc je choisissais, je suis parti un mois en Grèce, je suis parti en Espagne, je suis parti à Dubaï. Du coup, j'ai fait le Portugal, j'ai fait Malte. Genre, j'ai fait plein de petits pays à côté. Ouais, on s'est vu à Malte. Exactement. Et justement, c'était ça le plaisir de se dire, je peux aller un peu partout. Le seul inconvénient, du coup, c'est que je voyageais pas comme un touriste. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je partais par exemple un mois à Malte, mais j'ai pas non plus visité Malte comme visiter Malte. Oui. Quoi. J'étais juste là-bas pour bosser et me dire, je vais changer d'air un petit peu. Mais au final, ce que je me rendais compte, c'est que j'aimais bien retourner aux sources, quoi. Donc, en vrai, c'est cool de voyager, mais j'aime bien en fait être chez moi, quoi. Donc, quand même casanier. Ouais, en vrai, ouais. Je pense des fois, c'est cool de s'ouvrir un peu l'esprit, de se rendre compte de. Des fois on rêve un peu de ça, on se dit putain mais je fais ce métier là parce que j'ai envie de voyager, etc. Et du coup une fois que tu goûtes à ça, tu te dis mais en fait c'est bien, mais est-ce que c'est ça qui me rend le plus heureux? La réponse c'est toi qui l'as en fait, c'est oui, c'est non. Moi personnellement oui, c'était cool, j'ai pu faire de belles rencontres, voir de beaux paysages, ouverture d'esprit aussi, mais je me rends compte que ce qui me fait le plus plaisir et qui me rend heureux, c'est revoir mes potes et retourner aux sources, voilà, à chaque fois. Voilà. Ok. Et du coup si on revient un petit peu sur la partie montage, full Final Cut, jamais t'as ouvert Premiere Pro? Si, je l'ai ouvert, par obligation quand j'étais à l'école. Ouais. Et je leur ai dit, les gars, laisse tomber, je m'en fiche. Moi, ce que vous voulez, c'est un résultat. Vous l'aurez le résultat. Ok. Logiciel ou pas logiciel, je m'en fiche. Voilà. Et c'est quoi, du coup, qui va te faire vibrer vraiment dans le fait de faire des montages? Parce qu'aujourd'hui, là où on t'identifie, c'est vraiment dans le secteur du montage. On va revenir après à tout ce qui est les boîtes que tu as pu fonder, là où tu en es aujourd'hui, ta formation aussi, qui est une grosse partie, je pense. C'est quoi qui va te faire vibrer dans les montages? Tu m'as parlé des émotions tout à l'heure. C'est quoi que tu aimes le plus retranscrire dans tout ça, quoi? Il y a juste un truc, c'est que je suis pas fan de passer genre 3 mois sur un projet. Les seuls projets qui vraiment prenaient 1 mois, et quand je dis 1 mois, c'était pas non plus du temps plein, tu vois, c'était vraiment pour les projets comme Vlog pour Yomi Denzel, où là c'était des gros vlogs, et en général, quand tu as une deadline de 2 semaines et qu'elle n'est pas respectée, pas à cause de moi et parce qu'en fait c'est un travail artistique, finalement le client, Yomi du coup, va me dire écoute, on n'est plus à une semaine près, donc on va refaire d'autres modifs, tu vois. Au final, en fait, la vidéo elle est bien, et en fait, tu as vraiment la combinaison entre moi qui est bon en montage et lui qui est très bon en marketing, tu vois, et qui va pouvoir me dire ici on va changer ça, ici on va raccourcir. Mais quand je faisais des vlogs, il n'y a jamais un moment où on m'a dit de changer le vlog en soi. Genre le choix des musiques, le choix de la colo, le choix de tout, c'est moi qui le faisais, et je pense que j'ai eu de la chance d'affirmer ma patte et que mes clients du coup ils venaient pour ma patte. Donc au final il y a toujours eu des moments, c'est quand on commence où il y a des trucs qu'on doit aussi se dire effectivement c'est moche ce que je fais, parce que quand tu commences t'as pas encore l'expérience, mais après avec le temps t'arrives à peaufiner ton style et aussi à t'adapter aux clients, tu vois. Et moi j'aimais beaucoup faire des projets qui étaient courts où on me disait tiens tu vas faire ça, et moi j'arrivais à faire des teasers genre en 3-4 heures. Moi je sais qu'en 3 heures 4 heures c'est bon, c'est fait, et j'aime bien que le client ait un rendu rapidement, tu vois, et propre rapidement, tu vois, c'est tout. Pas passer 4 ans sur un projet, j'aime pas ça, quoi. Ouais, carrément. Bon, on va y revenir après aux étapes, processus de création, les optimisations, de montage et tout. Du coup, si on revient un petit peu plus en profondeur sur ton parcours, les boîtes, etc., que tu as pu rejoindre, que tu as pu fonder, et là, aujourd'hui, ça va être quoi les grandes étapes de ta vie là-dessus? Je pense la toute première, moi, quand j'ai commencé le montage, je vais être franc, c'était au black. Après, quand j'étais au black, je gagnais rien. Je veux dire, c'était pas non plus. Déjà pour me tester moi, savoir si mon produit était bien, parce que la vidéo je pensais même pas en vivre à la base, tu vois, donc forcément j'avais pas créé une boîte, je savais même pas, j'avais 18 piges, je vois. C'est comment créer une boîte, c'est compliqué, est-ce que je dois investir des sous, tu vois, bref. De ouf. Et au final, quand j'ai créé ma première boîte, mon super pote, mon meilleur pote de l'époque, lui avait créé une startup qui faisait pas d'argent encore, mais en tout cas c'était là-dedans et tout, il pouvait lever des fonds et tout. Et j'étais toujours admiratif de ce qu'il faisait en fait. Et je me suis dit, putain, moi aussi je vais faire la même chose. Tu vois. Et du coup, on s'est toujours dit que si un jour on doit monter une boîte, on le fera ensemble. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on n'était pas 2, on était 4. Voilà. Ça a commencé comme ça. Du coup, le plus simple, c'est qu'on a fait appel à un consultant. Donc, on lui a dit ce qu'on voulait, etc. C'est vrai que la boîte, elle est partie un peu en cacahuète parce qu'au final, on était juste fans de revenus passifs. Donc, il y avait un mec qui faisait du trading, un mec qui faisait du site web, un mec qui faisait de l'e-commerce et moi qui faisais de la vidéo. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était pas une boîte, c'était un collectif, quoi. Sauf qu'on avait 25. Et au final, on n'a pas gagné d'argent. En fait, il y avait un mec qui faisait rien, un mec qui faisait beaucoup. Et en fait, à la fin, ça s'est pété la gueule parce que justement, c'était pas une boîte, quoi. Je veux dire, c'était juste des mecs, un mec qui faisait de la vidéo, genre moi, qui avait un revenu, on va dire, stable. Un mec qui faisait de l'e-commerce, du coup, il avait besoin de mes revenus stables pour investir. Mais comme le dropshipping, c'est pas stable. Finalement, tu avais des mois où tu pouvais faire beaucoup et après, tu reperdais tout. Et moi, du coup, avec mon budget, je pouvais pas investir dans des stagiaires ou quoi. Parce que tout partait soit en trading, soit bref, c'est n'importe quoi. Voilà.
Donc ça a commencé par ça en fait. Et la deuxième boîte, du coup, c'est Numadeo. Où je suis associé avec Cédric, qui lui justement avait déjà sa boîte, qui était en train d'évoluer. Moi j'avais la mienne aussi, sauf que moi je vendais si tu veux par vidéo, là où il y avait des prix à abonnement. Du coup on s'est dit c'est le bon moment si tu veux pour s'associer. Et ça a commencé comme ça. Donc là on a vendu des trucs à abonnement et tout, enfin des offres à abonnement. Et ça a commencé vraiment comme ça, et c'est là que ça a apaisé, on va dire. Voilà. Donc là Numadeo c'était une boîte axée vraiment YouTube. C'était vraiment teaser. YouTube, ouais. YouTube, teaser, vlog. Quelle cible de clientèle du coup? Infopreneurs qui ont des produits à vendre sur internet et qui ont besoin de l'organique si tu veux pour vendre. Voilà. Donc on faisait des vidéos toutes les semaines, que ce soit sur YouTube, que ce soit des Reels, que ce soit des ads, tu vois. Donc c'est vraiment comme ça dans le but de le faire exploser et qu'il ait le meilleur contenu du marché. Voilà, ça c'est l'objectif. Voilà. C'est ce qu'on avait réussi à attendre pendant une période. Ok. Et du coup vous étiez 2, 3? Alors en tout on était 4 associés, un 5e est arrivé. Ça paraît un peu gros. Et là, je l'ai quitté justement là en février. Février, T'as quitté pourquoi du coup? Moi, je suis passionné à la base. Donc l'argent, c'est bien, mais ça fait pas tout. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. Et si tu es arrivé uniquement par l'argent dès le début, ou quand on part d'objectif, on te dit que l'objectif, c'est de faire genre 100 000 euros par mois, comment tu veux les faire, tu vois? Alors que tu peux aussi passer par la vidéo, passer par les objectifs et une vision claire. Et puis au final, l'argent, tu vas l'avoir aussi. Juste que ça dépend juste du chemin que tu prends. Si t'es arrivé juste par l'objectif, en fait, ça marche pas, t'as pas de valeur, t'as rien, et ça se pète la gueule à un moment, tu vois. Donc, carrément. Voilà. Carrément. Et du coup, aujourd'hui, fini Numadeo? Fini, ouais. Qu'est-ce que tu fais alors? Là, j'ouvre une autre agence. Voilà, que j'ai fait un lancement en plus il y a quelques jours. Parce que j'avais un gros réseau, j'ai beaucoup de monteurs, et je voulais juste faire en sorte que tout le monde puisse être content. Voilà. À la base, je voulais pas rouvrir une agence, c'est beaucoup d'énergie aussi. Je l'ai fait une fois. En plus, moi de base, je suis pas vendeur, je suis juste un passionné. Mais là, je me suis dit, nouveau challenge, je vais essayer de voir ce que j'ai dans le ventre, tu vois, et je repars de zéro. Voilà, sans prétention, je repars de zéro, tout simplement. Et je verrai qu'est-ce que ça va donner, quoi. J'ai vraiment pas de. J'ai envie de tester. Pour moi, c'est une aventure. J'aime bien, c'est un jeu, tu vois, genre c'est cool. Juste se faire kiffer. Ouais. Être heureux, tu vois, et bosser avec des gens avec qui on veut bosser, tu vois, et c'est tout. Et que les gens soient contents. Les monteurs, enfin, du coup, l'équipe, les clients, les associés, tu vois. Genre, tout ça ensemble. Moi, c'est ce que je veux, c'est tout. Pas de. Tu t'es lancé en auto-entrepreneur au tout début? Jamais. Non, en fait, du coup, non, parce que moi, c'était directement en société. Ouais, et en plus, se mettre en auto-entrepreneur, moi, j'étais à La Réunion. C'était compliqué parce que moi, apparemment, la chambre de commerce, ils me disaient non, il faut la chambre des métiers. Bref, c'était un gros bordel. Et du coup, j'ai attendu un petit peu et après, on a ouvert la SARL directement, quoi. Donc, pas auto-entrepreneur. Tu te souviens du premier montage que tu as fait où il y avait un cachet financier derrière? Le premier montage que j'ai fait, il y avait un gros cachet derrière. C'était le jour où mon client, du coup, avec qui je faisais une vidéo par jour, c'était 28 € par vidéo. Et en fait, j'avais besoin d'acheter un nouveau MacBook. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux faire un package, genre 50 vidéos et tout, pour genre 1000 €? Il m'a dit oui, je fais putain, yes. Et du coup, j'ai eu 1000 € d'un coup qui est arrivé sur PayPal en plus. Sur PayPal, et du coup, j'ai pu acheter direct mon MacBook. On a tous commencé par PayPal. Sur MacBook Pro, tu vois, et du coup, j'étais content. Je me suis pu investir dans du matos, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, j'avais plutôt déjà cette optique d'investir dans du matos pour faire du meilleur contenu, être plus productif et gagner plus d'argent, plutôt que tout de suite de dépenser dans des chaussures ou dans des restos. Ouais, de ouf. Je suis chez mes parents en plus, donc voilà, j'avais rien à perdre, quoi, tu vois. Donc j'ai investi, j'ai acheté mon matos comme ça. J'ai acheté tout comme ça en fait. Ouais, grâce à la vidéo, quoi. Donc, et du coup, c'est quoi le contrat dont t'as été le plus content, qui a rapporté le plus de gains financiers? Pour moi, c'était les projets NFT. Projet NFT? Ouais, c'était sûr. En fait, c'était des vidéos, je prenais genre 3-4 heures à faire une vidéo qui était payée 1000 balles. Je crois que j'en ai fait entre 15 et 17, comme ça. Et en tout, ça a pris un mois. Donc, je vais quand même faire quasiment 20 000 € en un mois. C'est bien juste pour des vidéos qui m'ont pris à chaque fois genre 3 heures. Sauf que j'ai fait un burn-out à la fin. Parce que c'est des vidéos qui prennent trop d'énergie, c'est que l'artistique. C'est énergivore parce que du coup, comme il faut lancer les vidéos en temps et en heure, vu que c'est des projets NFT, des fois ils peuvent rendre la vidéo en retard. Mais moi, j'ai pas le choix, il faut que je fasse la vidéo pour tel jour en fait et pour telle heure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, t'es là, t'as le lancement genre le vendredi à 19h, j'ai une bêtise, tu reçois la vidéo genre le jeudi à 17h. Et t'es là à devoir faire une vidéo ultra quali, tu vois. Et en fait, quand t'enchaînes des vidéos avec autant de valeur ajoutée, en fait ton cerveau il explose. C'est que l'artistique. Ouais, c'est clair. Tu vois, demain tu fais juste entre guillemets que des cuts, pas pour dénigrer le cut, tu vois, mais bon, c'est des cuts. Mais quand tu fais des vidéos qui te prennent même ne serait-ce que 3 ou 4 heures de taf, c'est 3 heures ou 4 heures de taf intensif, tu vois, où tu fais que réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre en place, tu vois, quel mood tu vas retranscrire sur la vidéo, quel bon plan choisir ou quelle musique choisir, parce que tout a de l'importance en fait, tu vois, et ça prend beaucoup d'énergie. Et je m'en suis rendu compte du coup après un mois où j'ai explosé. J'étais dans le lit. C'était quoi du coup comme type de vie? C'était de la présentation d'une prochaine collection? En fait, si tu veux, c'était des vidéos qui étaient quali, et en fait, à chaque fois, tu devais teaser limite la vidéo d'après.
En gros, le lancement, en gros, pour faire clair, le lancement c'était dans un mois par exemple. Et en fait, sur un mois, tu avais genre plusieurs vidéos qui sortaient pour en fait teaser au fur et à mesure le projet final. Tu vois. Et du coup, chaque vidéo devait être quali de ouf parce qu'elle sortait sur Twitter. Par exemple, à la fin, il fallait qu'il y ait tant de likes sur la vidéo. Il y avait des filmmakers. Il y en avait un, si je me souviens bien, à Hong Kong, New York, Londres, Paris. Et du coup, il y avait des filmmakers un peu aux quatre coins du monde qui devaient filmer la vidéo. En gros, tu avais le projet qui disait bah tiens, à telle date, à tel endroit, il va y avoir genre un cadenas qui sera caché avec un QR code. Et là, tu avais tout le monde qui venait. Tout le monde qui venait, il fallait qu'un filmmaker soit là. Moi, il fallait que je sois après derrière direct au montage et que la vidéo sorte le lendemain pour montrer aux gens, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et voilà qui a gagné le concours, quoi, en gros. Ok. Tu parlais de matos tout à l'heure. Ouais. T'as quoi aujourd'hui, du coup, pour monter? Alors, pour monter, du coup. Ouais, pour monter. Franchement, j'ai juste encore un MacBook Pro de 2019. Donc vraiment, là, j'ai rien changé parce que je faisais de moins en moins de montage. Donc, je suis resté sur ce que j'avais. D'ailleurs, je vais changer, je pense, là. J'ai fait tomber mon Sony A7 III à l'eau en juillet dernier. D'ailleurs, c'est Yomi Denzel qui l'a récupéré dans le port. D'accord. Et bon, le matos il marche plus. Donc j'ai changé de matos. J'ai racheté un matos il y a un mois seulement. Tu vois, un mois pour te dire. Donc c'est-à-dire que même. Quoi, du coup, le même j'ai racheté un Sony A7 III. Je me suis pas embêté et tout. Je savais pas, honnêtement, je suis nul niveau matos. Je savais pas vraiment c'était quoi la différence entre le Sony A7 IV et le Sony A7 III, à part le prix. Je me suis dit, oh, c'est bon, je vais partir sur le Sony A7 III, tu vois. Et voilà, après j'ai des micros un peu comme toi mais pas la même marque, du matos lumière, pas la même marque non plus. J'ai un petit matos aussi podcast, tu vois, mais c'est tout. Franchement, moi je suis plus trop filmmaker donc j'ai plus rien. Et même quand je filmais moi-même, tu vois, tout ce qui était Ronin S et tout, moi je filmais tout à la main. Genre, je veux dire, j'avais pas de stabilisateur, j'avais rien. J'ai toujours été adepte de film à la main, tu vois. Après j'arrivais à être stable sur les appuis, etc. Ouais, mais t'aimais bien le côté un petit peu organique qu'on peut et de pouvoir, en fait, comme je fais beaucoup de vlogs, j'aimais bien être à la fois genre stable, et quand je faisais des plans stables, genre c'était des petits plans, etc. Après tu le fais au ralenti, du coup c'est un peu plus stable, etc. Et après bah du coup le vlog, bah j'aimais bien, tu vois, avoir l'esprit où c'est filmé en mode en tout cas moi j'appelle papa maman, tu vois, c'est filmé en mode un peu caméscope, tu vois. J'aime bien, tu vois, c'est mon style, tu vois. Donc c'est clair, il y a des styles de filmmakers, chose que tu peux pas faire avec un Ronin. Avec un Ronin c'est stable et des fois c'est instable, mais où la caméra revient, enfin ouais, j'aime pas. Voilà. Ça peut être bien, je pense, pour des projets immobiliers, tu vois, ou faire des plans de voiture ou des trucs où ça doit vraiment être ultra stable. Mais moi, j'arrive à le faire sans stable, quoi. Donc, Ok. Voilà. Et du coup, MacBook Pro, parce qu'aujourd'hui tu bouges beaucoup. Ouais. Pas de, comme on peut voir sur d'autres monteurs où ils ont leur grosse. Mais j'aurais aimé, je pense. Je pense qu'en vrai, j'aurais aimé. Gros setup dans ta chambre avec la grosse tour. J'aurais aimé. Mais je fais que bouger. En fait, je fais que bouger. Je pense le plus long mois que j'ai fait dans un endroit, bon c'était à Dubaï, j'habite à Dubaï, mais là sinon c'est genre 2 mois, quoi, tu vois. Donc à chaque fois je bouge et je pense que quand j'aurai vraiment retrouvé mon appartement genre pour 2 ans, ça, je cherche enfin à habiter quelque part, quoi, tu vois. Bah je pense que je prendrai une tour, je pense. Honnêtement je sais pas, je dis ça maintenant, mais s'il faut quand Oui, bien sûr. Donc, ça reste dans le coin de ta tête quand même, une bonne tour. Ou peut-être un écran et puis mon MacBook, tu vois. Honnêtement je sais pas encore. Quand je vais en studio de montage dans des boîtes de prod, souvent t'as les mecs qui sont dans une pièce noire. Après, il y a un truc pour l'étalonnage aussi, mais tu vois la grosse tour. Bon là c'était des Mac mini. Après justement je suis un peu moins montage. Enfin maintenant j'aime bien former les gens. Tu vois, j'aime bien être derrière eux, tu vois, et les éduquer en gros. Tu vois, et leur montrer tout ce que eux sont capables de faire. Et moi je suis là pour les aider en fait et de trouver le bon chemin. Tu vois. On est tous différents, donc moi je peux montrer ma manière de faire, mais après lui il aura sa façon justement de le mettre en exergue, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Bon, on va y venir juste après, je pense. Et juste avant, on va parler de la direction artistique, de la création d'assets pour les montages, qu'on peut commencer pour un client, ensuite pour déléguer à un freelance. Comment ça se passe dans ta tête, le processus créatif à partir du moment où tu reçois le brief client? En fait justement, le brief justement c'est moi qui le demande au client. Je demande un peu ses aspirations, ce qu'il veut. Je commence à comprendre aussi sa niche, c'est important. Parce que par exemple, si c'est quelqu'un qui s'adresse juste à des personnes de, je sais pas, une bêtise, mais 40-60 ans, ou faire juste large, ce sera pas un montage dynamique à la Squeezie, tu vois. Genre. Donc c'est un ensemble. Et des fois, il y a aussi des clients qui seront genre lents quand ils vont parler, tu vois, etc. Mais qui veulent un montage dynamique. Donc en fait, ça c'est aussi très dur à travailler, mais bon, ça peut se jouer. Donc il faut aussi leur faire comprendre que si tu veux un montage comme ça, il faut que tu sois comme ça, avec un décor comme. Enfin, tu vois, c'est un ensemble, si tu veux. Et donc moi je prends un peu tout ça, inspiration et tout, et je sais que quand je bosse pour un client, je lui fais genre, on va dire tout le minimum. C'est-à-dire que même s'il m'envoie une vidéo de 1 quart d'heure, je vais pas bosser 1 quart d'heure tout de suite, je vais faire genre les 2 premières minutes avec un style de montage genre sur l'intro, tu vois, sur
son word pour dire qui c'est la personne, tu vois, sur les transitions, sur les animations, sur les points. Par exemple, il va dire, je sais pas, j'ai une bêtise, mais genre, point numéro 1 en France, on paye beaucoup d'impôts, j'ai une bêtise. La façon dont le texte va être mis, tu vois, genre tout le mood en général. Et une fois qu'il a validé ça, je peux enchaîner, tu vois. Parce qu'un client, il va pas attendre un quart d'heure pour dire si sa vidéo est bien, tu vois, il va voir les premières secondes au final. Donc je fais juste le plus important, ça va me prendre peut-être 3 jours, là où j'aurais pu prendre genre 2 semaines, tu vois, à faire un truc long pour qu'à la fin ils me disent non, ça me va pas, tu vois. Donc je fais ça, et une fois que c'est ok, c'est bon, c'est parti, on fait toute la vidéo. Une fois que c'est ok, moi je fais les process, Loom, etc. Tu vois, donc vidéo explicative de comment faire le branding pour après le déléguer. Bibliothèque, je donne tout, je fais plusieurs vidéos. J'explique aussi du coup qu'est-ce qu'aime le client pour être sûr qu'après le monteur puisse aussi comprendre ce qu'il veut. Puisqu'il va falloir comprendre le client, plus comprendre moi ma DA, tu vois, donc c'est un travail. Et après derrière, tu as un chef de projet qui va vérifier que la DA soit en accord. Moi je vais aussi vérifier que la DA soit aussi en accord, etc. Parce que même quand tu prends un monteur, le but c'est pas de recopier entre guillemets bêtement ce qui a été fait, mais aussi de s'imprégner pour le refaire à sa sauce, tu vois. C'est un gros travail en vrai. Chaque monteur a sa patte. C'est ça. Et pareil, aujourd'hui, quand on délègue des montages, qu'on leur donne notre DA, forcément ils mettent un peu de la leur. C'est aussi ce qu'on a cherché chez certains. Et, du coup, première étape, tu fais le brief client. Ensuite, sur une vidéo de 15 minutes, tu vas monter 2 minutes. C'est ça, par exemple. Le premier jet de DA pour faire valider. Donc couleur, typo, transition, colorimétrie, tout. texte, etc. Il valide. Une fois que c'est validé, tu finis la DA. Enfin, tu l'envoies à un monteur du coup. Soit je finis la vidéo, normalement je la finis, ça sert à rien de la redéléguer alors que j'aurais encore 2 heures, je l'ai fini, tu vois. Finis la vidéo. Donc j'ai fini la vidéo, hop, on la valide. Il y a un Minimaker derrière qui fait la miniature et tout. Bon, là on n'est pas sur la vidéo, mais bref, c'est pour le chemin complet, quoi. Et après, moi je crée tous les process et puis c'est parti, quoi. Et le chef de projet est derrière pour dire la prochaine vidéo on doit la rendre pour vendredi. Et puis là, on fait la vidéo, le monteur doit la rendre pour mercredi, par exemple. Si le client aussi envoie les vidéos en avance. Bien sûr. Et voilà. Les clients qui n'envoient pas les bons éléments au bon moment. Et à la fin, c'est un peu ta faute, mais après, on arrive vraiment à leur faire comprendre qu'il faut aussi les vidéos en avance, quoi. Tu vois, donc, c'est clair. C'est aussi pour eux. Hein, donc, il faut prendre l'avance pour être confortable, pour pas être dans le speed tout le temps. Pourtant, si on est jamais, si on est tout le temps dans le rush, on sera tout le temps dans le rush, on pourra jamais prendre de l'avance. C'est dommage. Tu vois, donc à chaque fois on dit au client si tu veux avant même de commencer, on fait genre 2 ou 3 vidéos d'avance, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de temps de retard. Ça peut arriver, je sais pas, j'ai une bêtise où le monteur peut être à l'hôpital ou qu'il y a un petit souci ou qu'il n'y a pas de connexion. Qu'ils prennent des vacances, c'est pas anticipé, des choses comme ça. Ça peut arriver, c'est humain, tu vois, donc ça peut arriver, voilà. C'est déjà arrivé, ça arrive, donc c'est pour ça qu'on demande de prendre de l'avance parce que c'est bon pour tout le monde, voilà. Personne n'est stressé, le client n'est pas stressé, on n'est pas stressé. Voilà. Carrément. Et du coup ça va être quoi les étapes de montage pures? Genre tu reçois ton rush, ça va être quoi pour toi les premiers éléments? Donc je te parle du dérush, de faire un ours. Est-ce que tu cuts en premier, tu revois l'audio en premier, tu mets ensuite les transitions, d'abord le son FX? Ça va être quoi les étapes pour toi le plus optimal aujourd'hui dans tes processus que tu as réussi à avoir? Alors je vais essayer de le faire sans ma timeline parce que du coup là il faut que j'y réfléchisse. Mais en gros ça va dépendre. S'il a son micro et sa vidéo à part, bon je les prends, je les synchronise tous les deux. On va dire que je les imbrique, au moins ça fait une vidéo entière, tu vois, et puis je bosse dessus. Là j'ai fait un gros dérush, donc ça veut dire que je vais voir la vidéo en x2, tu vois, et j'ai coupé tous les moments inutiles. Parce que des fois un client, soit on a de la chance et puis finalement il se bourre pas, donc il recommence pas, ou soit finalement c'est d'une traite et c'est cool. Donc là je coupe juste les blancs, etc. Juste rapidement. La vidéo a peut-être passé de 15 minutes, ça dépend si c'est beaucoup trompé, de 15 minutes peut-être à 11, tu vois. Et une fois que ça c'est ok, hop, je fais les cuts proprement. Juste je fais les cuts proprement, tu vois. Donc je revois la vidéo propre, je fais des cuts qui sont clean, etc. Là je peux passer. Donc quand on dit cuts proprement, ça peut être des G-cuts, des techniques spéciales. En fait moi ce que j'aime bien, j'en parle aussi, je crois que j'ai fait un reel d'ailleurs sur mon compte, mais c'est juste les cuts genre bruts, après ça dépend de la qualité du micro, j'aime pas. Il y a toujours besoin qu'il y ait une sorte de petite transition où les audios se jonchent un petit peu, tu vois. Et du coup t'as pas l'impression qu'il y a un cut, tu vois. Donc juste ça propre, ok, où il y a pas de problème, où tout arrive à être fluide, t'as pas le bug de micro qu'on peut avoir des fois quand on fait un cut dégueulasse. Et du coup un truc tout propre où c'est aussi des fois comprendre qu'il y a des moments où aussi il faut pas cutter. Des fois on peut genre réfléchir et là il faut pas cutter parce que du coup j'ai continué, etc. Et du coup ce serait moche si je cut, tu vois. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Une fois que c'est ok, ça dépend et encore une fois de la caméra, si tu fais un S-Log ou un truc comme ça, soit tu as fait la colo déjà en avance. Moi des fois ça je fais la colo déjà avant de faire la synchronisation, au moins je synchronise tout, au moins c'est fait, tu vois. Ou ça c'est une colo spécifique, je la mets par dessus, au moins je suis sûr que si le client veut la changer, c'est facile, en un clic que je change toute la colo, tu vois. Une fois que j'ai fait ça, je fais mes zooms. Alors soit je fais mes zooms bruts, en général je fais moi j'ai un zoom 110-118 pour tout le temps, donc je vais le faire une fois, je copie-colle sur on va dire tous les 3 ou 4 séquences, hop là, et puis à la fin de toute façon je vais refaire des zooms ponctuels. Je sais pas, il y aura peut-être des moments où ça va être
drôle, tu vois, et à ce moment-là, justement, je vais faire un zoom sur ce moment-là, tu vois. Et ça, du coup, bah, je vais le voir après, quand je ferai la vidéo. Voilà. On va dire qu'en général, je fais déjà tous mes zooms et tout d'abord. Une fois que c'est OK, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai vu la vidéo, j'ai mis plein de marqueurs aussi. Parce que dans la vidéo, il y aura peut-être des moments aussi où quand j'ai fait mon dérush, bah, il va dire OK, maintenant on va parler de ça. Donc là, j'ai mis un marqueur parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais faire une transition ou mettre un texte, etc. Donc j'ai déjà un peu, sur ma timeline, quand j'ai fait un gros dézoom, plein de marqueurs aussi pour voir à quel moment je vais devoir mettre des trucs. Donc ça veut dire qu'en gros, je gagne encore du temps. Tu vois. Technique pour optimiser ton temps sur le montage. Et après, bah, une fois que j'ai fait ça, bah, hop, on va dire que la deux premières minutes, je fais un truc un peu chiadé et tout, un bon montage, bien dynamique, parce que les premières minutes sont importantes. Et après, bah, ça va être juste, bah, une fois que j'ai créé mon brand de texte d'animation ou de transition, ça va être la même chose partout après, ou à un délire près, tu vois. Si je suis parti sur des transitions un peu en flash, ça va être la même chose, ou peut-être la couleur va changer, ça va dépendre du mood, tu vois, ou peut-être le sound effect va être un peu différent. C'est à chaque fois le même c'est pas drôle, ça va dire tu vois. C'est clair. Donc ça dépend en fait, il faut juste que ce soit propre visuellement, auditivement, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, au niveau de l'audio. Au niveau de l'audio et tout, et sonore que ce soit propre. Et c'est tout. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Après, tu as vraiment un jeu aussi entre les animations aussi que tu vas choisir. Peut-être que le client il va parler de, je sais pas, pour encore parler des impôts, tu vois, parler des impôts et tout, il va peut-être mettre une animation ou alors mettre un texte, tu vois. Si tu prends une animation, quelle c'est l'animation, tu vois, par rapport au style que tu as donné, est-ce que ça va être une image stock, est-ce que c'est bien, tu vois, et du coup, si c'est pas bien, est-ce que sur l'image stock, tu vas mettre aussi un petit effet dessus pour mettre un style sur ton image. C'est un tout, tu vois, genre c'est un ensemble, voilà. Une fois que c'est OK, bah, tu l'exportes. Après, évidemment, j'ai zappé tous les moments où il fallait mettre des SFX et la musique, tu vois. Ouais. Mais voilà. La musique, d'ailleurs, on va y venir. Sur ta montage, t'es pas partisan de mettre une musique et justement, tu parlais d'émotion. Comment tu gères la musique? Parce qu'il y a des moments de blanc où tu viens accentuer certaines choses. Il y a des moments où tu viens casser le rythme et mettre une autre musique pour accentuer une certaine émotion. Comment tu gères ça? Et aussi, après, quels sont les outils que tu utilises? Alors moi, pour les outils et tout, en tant que recherche de musique, par exemple, beaucoup Artlist. Moi je suis beaucoup sur Artlist, pas Epidemic Sound, beaucoup sur Artlist. Ou alors en ce moment, vu que y a TikTok et Instagram, je file beaucoup sur le feed et je prends les musiques un peu, en ce moment c'est un peu les trucs de funk, Sigma, et je prends beaucoup les musiques comme ça. Si vous savez pas ce que c'est, allez sur YouTube, tapez funk, PHONK, Sigma par exemple, c'est des vidéos d'1 heure et c'est plein de sons un peu genre saturés et tout, mais bien sympa, j'aime bien honnêtement. Et je prends des trucs comme ça à chaque fois. Ou après quand c'est pour des vlogs par exemple, après pour revenir à la technique, quand par exemple j'étais sur un événement et qu'il y avait une musique intéressante et tout, j'ai récupéré la même, au moins on est baigné vraiment dans ce qu'on a vécu, tu vois. Dans la vidéo pour moi c'est important qu'il y ait vraiment la musique, les SFX, et encore ça va dépendre, pour moi c'est vraiment la musique d'abord, SFX, le visuel. Donc ça veut dire qu'en fait tu peux avoir un visuel de fou, si la musique elle est pas bonne ou que le rythme n'est pas bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage, ça fait tout en fait. Ça fait tout, même quand tu vois les vidéos comme Squeezie ou quoi, c'est un travail monstre, le monteur, vraiment c'est un travail monstre qu'il fait. Et il arrive vraiment à chaque émotion, il change de musique pour vraiment accentuer une émotion. Et moi c'est ce que j'adore. Genre, vraiment c'est vraiment essayer de faire en sorte que la musique arrive à être en accord avec ce qu'on a voulu justement faire ressentir, tu vois. Par exemple là je peux être triste, tu vois, et raconter une anecdote vraiment effroyable. Si j'ai une musique derrière qui soit un peu c'est pas ouf. Tu vois. Et là par exemple je vais dire et puis il s'est passé quelque chose de dramatique, tu vois, et à ce moment là du coup hop la musique s'arrête, on casse l'ambiance, ou alors justement ça va être un peu enfeutré avec la musique un peu étouffée, tu vois, et du coup c'est un peu tout ça sur lesquels il faut jouer, voilà. Et du coup j'adore ça justement, c'est un peu ma spécialité un petit peu. D'accord. C'est vraiment c'est ce que je kiffe le plus, voilà. Et je fais tout sur Final Cut. Voilà. Tout sur Final Cut. Ça va être quoi par exemple on parlait de typos tout à l'heure, où est-ce que tu vas trouver tes typos, où est-ce que tu vas trouver tes transitions, est-ce que tu les fais plutôt à la main, comment ça se passe tout ça aussi? Alors moi les typos en général, soit j'en ai déjà plein depuis les années et tout, j'en ai cumulé plein, tout sur ton... et après en fonction du mood, j'arrive un peu à choisir la typo qui peut le mieux correspondre au mood si tu veux. Au début c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, même quand tu passes à des clients et tout, c'est quoi cette typo et tout, donc c'est compliqué au début de jauger, tu vois. Au début tu trouves que c'est stylé, après c'est vrai, quand tu arrives un an après tu te dis putain mais pourquoi j'avais mis ça, tu vois. Donc ça arrive, les tendances et tout ça change vite. En ce moment je regarde beaucoup de vidéos sur TikTok et tout de mecs qui font des trucs de ouf, et du coup en fait je m'inspire beaucoup. Soit je prends la même chose, soit je vais faire un truc différent et tout, mais des fois je m'inspire beaucoup, tu vois, pour essayer de trouver un style, ce qui me correspond ou pas, est-ce que je le peaufine, est-ce que je l'améliore, mais des fois faut pas réinventer la route, et il y a des gens qui l'ont déjà fait très bien aussi, donc go, tu vois. Après ça va être ta façon à toi d'amener ça sur la vidéo, quoi, qui va être différent. Donc après j'ai été chercher sur soit je prends la typo sur What the Font pour savoir c'est quoi la typo, après sinon Google Font et plein de trucs comme ça, t'as plein de typos et voilà. Après il y a plein de typos de créateurs aussi, c'est ça.
Et du coup, au niveau des transitions? Niveau des transitions, alors ça va dépendre encore une fois. Si c'est des vidéos un peu corporate, là honnêtement, je vais peut-être trouver des trucs qui sont déjà préfaits. Je vais pas m'embêter, tu vois. Ouais. Et si c'est des trucs un peu genre vraiment artistiques, je les fais moi-même. Tu vois, avec des calques, etc. Je vais les bouger un petit peu, je vais régler l'exposition comme je veux, du négatif, peut-être changer la saturation, des fois juste une microseconde. Des fois, ça fait des effets vraiment incroyables. Ou interposer 2 plans et puis mettre un effet d'incrustation dessus. Bref, c'est plein d'effets comme ça, juste pour créer ta propre transition. Voilà. Moi, j'aime bien faire ça. C'est mon dada, quoi. J'aime bien. Plutôt partisan de tout faire à la main que d'aller choper du motion array, du au début, quand tu prends des trucs comme ça, c'est très bien quand tu maîtrises pas, parce que c'est vrai, quand tu passes de savoir rien faire, tu vois, à des trucs comme ça, tu dis mais c'est incroyable. Et des fois, t'as des clients qui, entre guillemets, n'y voient que du feu parce que c'est pas leur métier, et qui vont se dire mais c'est un truc de ouf. Et effectivement, en vrai, c'est un truc de ouf, tu vois. Sauf qu'après, tu te rends compte avec le temps que ces trucs-là, tu peux pas les modifier vraiment à ta sauce, en fait. Tu peux un petit peu les bouger, les magouiller, tu vois. Mais par exemple, quand tu prends des plugins de titres déjà faits, au début c'est bien. Après, tu te rends compte que putain, dommage que ça fasse comme ça. Moi, j'aime pas comme ça. L'effet, je l'aime pas, j'ai rien modifié, ou c'est trop gros. Et c'est compliqué des fois de le modifier un peu à ta sauce. Et quand tu te dis qu'en fait, tu peux le faire à la main, autant le faire à la main. Tu vois, en vrai, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est juste une question de calque et de zoom et d'effet. Enfin, tu vois, tu peux tout faire à la main, en vrai. Ouais, c'est clair. Et comment, du coup, t'apprends à faire ça, genre, ça va être quoi tes processus de veille? Comment tu t'inspires? Comment tu t'apprends à faire tout ça? Est-ce que on en parlait tout à l'heure en off, mais est-ce que tu vas prendre une vidéo, tu vas dire putain ça je kiffe, je vais la mettre sur ma timeline, je vais prendre un rush à moi? Bah moi j'étais beaucoup inspiré par les clips de rap. Beaucoup inspiré par les clips. On va dire, moi j'en ai 2 surtout. J'ai pas les noms des monteurs malheureusement, mais je vais donner les inspirations que j'avais. Au tout début c'était Benteka ou Benjamin Ortega, etc. Vraiment je kiffais de ouf. Benjamin Ortega, je pense honnêtement c'est grâce à lui si je suis là. Lui il le sait pas, hein. Mais honnêtement genre quand big up. Et en fait quand je faisais des montages et des tournages dans ma tête, je me disais pas je suis Alexandre, je disais je suis Benjamin. Et en fait dans ma tête quand je disais que j'étais Benjamin, je me disais mais comment il aurait fait Benjamin, tu vois. Et du coup en fait j'étais tellement obnubilé par me dire que je suis Benjamin que dans ma tête j'arrivais entre guillemets à faire du Benjamin. Enfin, en fait c'est un peu le truc qui te dit que si t'arrives vraiment à avoir une pensée positive en te disant que tu peux le faire, tu vas le faire. Mais si tu te dis je vais pas y arriver, effectivement tu vas pas y arriver quoi. Si tu crois pas en toi ça marche pas. Donc je me disais non je suis comme lui et je suis lui et je vais y arriver. Oui, il est meilleur que moi, attention. Mais on va dire que j'ai commencé comme ça. Et je m'inspirais beaucoup, je voyais un peu ce qu'il faisait. Je voyais des effets, je me disais, mais comment il a fait, etc. Tu vois, genre, je sais pas, par exemple, il y a une transition entre un yacht et de la mer. Et d'un coup, en fait, t'as le yacht qui arrive et la mer qui débarque avec, je sais pas, un bruit de mouette. Je me dis, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce qu'il a de la chance, du coup, d'avoir ce bruit-là? En fait, non, tu te rends compte que c'est des SFX. Donc, quand on fait la transition, c'est à la main, c'est du détourage en masque, tu vois. Et tu commences à tester comme ça. Et pour tester, moi, j'étais chez moi et je filmais des petites séquences comme ça pour essayer de reproduire la même chose. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir une excuse de se dire non, j'ai pas de client, je peux pas m'entraîner. Bah non, tu te filmes toi-même, c'est bon. Au pire, t'as des caméras, t'as un iPhone, t'as tout ce que tu veux. Et tu testes comme ça, tu vois. Et moi, j'ai commencé comme ça. Voilà, et on s'est entraîné comme ça. Ou alors, je prenais la vidéo et je la téléchargeais, je la mettais directement sur ma timeline et je regardais image par image pour voir comment c'était fait. Et une fois que j'avais compris le délire, je le refaisais, tu vois. Au début, évidemment, c'est moche, mais après, tu commences à comprendre la technique et tu essaies de l'améliorer à ta façon, à rajouter un truc à ta façon. C'est un ensemble, tu vois. Et des fois, pour cacher, on va dire, un effet qui est moche, tu rajoutes un calque ou tu mets en noir et blanc et on y va que du feu, tu vois. Genre, c'est clair. Il y a plein de ou un tremblement, tu vois. Le montage est très subtil, il y a plein de techniques comme ça pour cacher. C'est ça. Le montage, c'est de la magie pour moi. Je kiffe. Tu fais ce que tu veux en vrai. Tu fais ce que tu veux, t'es hyper libre. Ça me fait penser aux vidéos de Hardisk qui analysait les clips frame par frame pour relever des effets, etc. Après, c'est beaucoup dans le cinéma et les grosses prods qu'on parlait tout à l'heure de Adeus au niveau des clips. J'adore, c'est un truc de ouf. Ils sont incroyables. Et quelle techno ils ont utilisé pour faire tel effet, tel VFX, telle transition, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très formateur d'analyser toi-même et toujours été fan, moi. D'essayer de reproduire. C'est dommage, il en fait beaucoup moins maintenant, mais du coup, comment tu définirais un petit peu ton style de montage aujourd'hui? Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, mais en fait il est nul, c'était décousu. Décousu? Ouais. En fait, des fois, je suis tellement dans mon idée que je vais partir sur des trucs un peu, je sais pas superflus, mais des délires un peu qui sortent de je sais pas où, de ma tête. Après, je me rends compte que Alex, arrête, je sais pas qu'est-ce que t'as fumé, mais on va rester tranquille, tu vois. Et en fait, ça part toujours d'un truc un peu, un brouillon avec tout et n'importe quoi. Et en fait, à la fin, j'arrive à être un peu plus soft. Donc, ça veut dire qu'en fait, à la fin, on voit un résultat, tu vois, qui est celui-là, mais on voit pas tout ce qui s'est passé avant, tu vois. Il y a aussi des moments où je peux passer genre 3 heures sur un effet, que finalement, je vais me dire, putain, en fait, ça sert à rien, je vais rester soft avec une transition toute simple, tu vois. Donc, voilà. Mais moi, j'adore, c'est juste, moi, je veux faire pleurer les gens.
Moi, c'est mon dada. J'aime bien faire pleurer les gens. J'aime bien qu'ils disent, putain, waouh, c'est encore mieux que ce que je pensais, quoi. Les émotions. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, moi, c'est tout ce que je veux, les émotions. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. Même pour moi, tu vois, j'adore, même quand je fais une vidéo, etc., pour quelqu'un, moi, quand je pleure, ça m'est déjà arrivé de pleurer sur une de mes propres vidéos, tu vois, c'est que j'ai réussi ma mission. Et je pense que j'ai surtout réussi quand tes clients, devant toi, ils pleurent, en fait. Genre, t'es là en mode, truc de ouf, tu vois. Tu vois, j'aime bien, je suis peut-être sadique, tu vois, mais. Non, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. C'est pareil quand je me souviens quand tu débutes et que tu fais des petites vidéos pour la famille, tu sais, des baptêmes, des mariages, des trucs. Il y a beaucoup d'émotions dans ce genre de vidéos. Tu montres ça à ta famille, ils ont les larmes aux yeux, des souvenirs, etc. Mais après, des fois, c'est pas tant le montage, c'est juste de revoir des émotions et tout. Moi, des fois, je vois, il y a des gens, ils veulent faire des montages pour leur famille et tout, en ayant appris le montage. Du coup, ils commencent à mettre des effets et tout, tu vois. Donc, des fois, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste que de te faire vivre des émotions, c'est tout. Et il y en a qui mettent des fois plein d'effets qu'ils ont téléchargés je sais pas où pour se dire j'ai un logiciel de montage, du coup il faut que je confirme que je suis un monteur expérimenté. Sauf que être un monteur expérimenté, c'est pas mettre plein d'effets n'importe où. C'est de comprendre du coup à quoi sert la vidéo, à quelle elle est destinée, et pourquoi, et est-ce que du coup le style va correspondre du coup à la vidéo en elle-même, tu vois, genre. Ça, gros conseil pour les jeunes monteurs du coup. Ne pas blinder vos vidéos d'effets. Ça arrive à tout le monde. Enfin, je sais pas si toi, moi, quand j'ai commencé, je mettais tous les plugins que j'avais, plein d'effets glitch et tout. Ouais, de ouf. Je suis trop content, tu fais putain. Avec des sound effects, genre vraiment glitch, trop fort en décibels. Et à la fin, tu te dis, waouh, dinguerie et tout, j'ai fait une dinguerie, le monteur, le client va kiffer. Au début, il y a peut-être des années et tout, le client il disait, ouais, c'est bien et tout, moi je veux ça, des glitch et tout. Maintenant, tu te dis, mais non, c'est nul. Tu vois, c'est nul, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, faut juste faire des trucs qui sont cohérents. Voilà. Cohérents. Et pas sortir du cadre, quoi. Parfois rester simple, pas aller trop taper. Même moi, mes vidéos et tout, mes vlogs, ça dépend encore une fois des vlogs évidemment, mais j'ai resté simple. Des fois il n'y a pas de transition, c'est juste la façon dont c'est bien cuté, etc. La façon dont c'est terminé. Est-ce que à la fin ça se finit avec un écran noir avec la musique qui s'estompe doucement, ou est-ce que ça s'arrête brut? Ça dépend, tu vois. Carrément. Il y a plein de styles différents, c'est à toi de jauger, quoi. Tu vois. Carrément. Et du coup aujourd'hui tu as lancé une formation. Ouais. C'est quoi le nom de la formation? Vidéo Maestro. Donc la formation elle a but pour et qui va changer de nom d'ailleurs. Ça va changer de nom? Ouais, en Revolt Train. Comment? Revolt Train. Ok. Voilà. On va pouvoir retrouver ça où? Sur internet, sur tes réseaux? Alors là actuellement, je sais pas quand est-ce que ça sort sur le podcast, mais actuellement c'est sur videomaestro.fr. Donc en gros si tu veux, t'as le site. Je pense qu'il du coup va se transformer en Revolt Train du coup. D'accord. On a déjà plus de 900 élèves. 900 élèves. Je m'attendais pas à autant, vraiment pas. Mais en fait le truc c'est que le succès du programme n'est pas du tout que de moi. Il y a aussi une grosse partie derrière marketing qui est incroyable, qui eux ramènent justement les élèves, qui vont parler justement du programme. Et après, du coup, c'est mon rôle avec les coachs de faire en sorte que les gens du coup restent dans le programme parce qu'il est qualitatif. Voilà. Donc moi, tout seul, j'aurais pas pu faire ça. Moi, je le dis, tout seul, ça aurait été impossible. Tu vois, moi, je suis pas commercial, je suis pas entrepreneur à la base. Tout ça, c'est un peu malgré moi. Tu vois, moi, de base, je suis passionné. Et effectivement, après tous les échecs que j'ai pu avoir, ou des réussites aussi, attention. Au final, j'apprends comme ça en fait, dans le tas. Mais de base, je suis pas un mec qui est commercial et tout. J'aime beaucoup l'argent aussi, comme tout le monde. Finalement, faut en vivre aussi, tu vois. Mais c'était pas ma motivation première. Tu vois, sinon j'aurais fait autre chose. J'aurais fait du trading peut-être, tu vois. Ouais, de ouf. On va y venir après à la partie business de ça, qui t'accompagne, le chiffre que tu as eu. Mais si on se concentre vraiment sur la formation, du coup, c'est quoi que tu proposes? Combien de modules? Qu'est-ce que tu vas apprendre vraiment aux gens? Il y a 4 modules. C'est quoi la promesse de ta formation? Il y a 4 gros modules. L'objectif, c'est qu'après, ils puissent vivre de leurs compétences. Donc de vivre du montage vidéo. C'est ça, exactement, ouais. Leur faire comprendre que c'est possible de gagner plus de 2000 € par mois avec le montage, tu vois. Et encore des fois, quand je leur dis que c'est facile, c'est facile oui et non. Des fois pour 2000 € par mois, tu as juste déjà un client, ça suffit. Et après tu peux facilement monter quand tu es freelance à peut-être 5, 6, 7, 8000 € par mois tout seul en faisant juste du montage. Et rien n'empêche de pouvoir arriver à 15 ou 20 000 € par mois, tu vois. C'est clair. Et après si tu veux faire beaucoup plus, après là tu ouvres une agence, tu vois, et puis tu recrutes, etc. Donc c'est autre chose encore comme process, tu vois. Mais pour moi un monteur basique, quand je dis basique, c'est vraiment juste, tu t'arrêtes aux compétences juste de montage, pur et dur, tu peux faire entre 2 et 4 000 € par mois, tu vois. Si t'es là juste occasionnellement et que tes compétences s'arrêtent juste à faire des cuts ou quoi, effectivement c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi tu peux facilement arriver à ça. Et nous du coup on a 4 gros modules. Le premier c'est le mindset. Pour moi c'est important, tu peux pas commencer direct par logiciel, tu vois, sinon t'es perdu. Tu te dis mais pourquoi au final je fais ça? Et du coup nous avant justement on explique notre parcours, on a fait plein de podcasts aussi. De nos erreurs aussi, des erreurs à pas faire, de pourquoi aussi on fait du montage, c'est un métier de passion à la base. Donc c'est à dire que si t'es là uniquement, mais vraiment uniquement de te dire qu'à la fin du mois tu veux gagner 2000 € par mois, juste avec ça marchera pas, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent réussir en 3 semaines, ok, pas gagner 2000 € par mois, mais déjà trouvé leur premier client. D'autres qui vont prendre 3 mois, ou d'autres qui vont abandonner tout simplement. Genre c'est pas fait pour tout le monde évidemment, genre c'est un métier avec qui on peut vraiment
leur apprendre beaucoup de choses, ils vont pouvoir se démarquer, ils vont apprendre leurs prestations, peut-être vivre de ça, tu vois, et voyager. Mais c'est comme tout métier. Genre, il y a beaucoup de gens qui disent tout le monde peut entreprendre. Désolé, c'est faux. Sinon, tout le monde serait entrepreneur et la vie serait différente. Et dans tous les cas, ça n'existerait pas un monde où une société, il n'y a que des entrepreneurs. Ça marche pas. À la fin, c'est qui achète quoi, c'est qui les consommateurs, les producteurs. Ça marche pas en fait. C'est la vie. C'est pour ça que c'est comme ça. Et nous, du coup, on est là pour ouvrir l'esprit à certaines personnes qui peut-être sont cloisonnés par rapport à ça et disent c'est pas possible. Donc nous, pour leur dire non, c'est possible, t'inquiète pas, et on va t'aider par rapport à ça. Donc premier module, mindset. Deuxième module, on voit enfin les bases, soit Premiere Pro, soit Final Cut, carrément les deux. Ok, donc il y a 2 modules, soit le. C'est ça. Okay. En fait, t'as un mindset pour tout le monde. Okay. Une fois ça, on passe un premier appel. Donc on fait des groupes de 5 à chaque fois, tous les jours, pour justement montrer aux élèves que du coup, le programme ça va être ça, etc. Comment ça fonctionne, comment se passent les coachings, etc. Donc au moins, ils ont vraiment un aperçu global de comment ça va se passer. Ils sont pas perdus au moins. Et puis, module 2, du coup, les bases, tout simple, sur Premiere ou Final Cut. En vrai, ils peuvent des fois choisir les deux, mais je ne recommande pas. Choisis un logiciel d'abord et puis après tu verras. Ça va être toutes les bases, avec quelques études de cas aussi, rapidement. Et après, avec des exercices aussi. Et pour passer au module 3, justement, hop, il va falloir que le coach il corrige avec l'élève l'exercice. Donc, c'est-à-dire que tu passes pas au module 3 si tu n'as pas les bases. Voilà, simplement. Module 3, pareil, masterclass, études de cas. Je me suis aussi filmé des fois pendant 1 heure en train de faire un vlog. Et du coup, ils peuvent voir comment je travaille, comment je pense, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment un ensemble. Plus aussi des masterclass sur des reels, sur les ads et tout. Des choses à faire et à ne pas faire. Et pareil, après passer au module business, un gros exercice. Et évidemment, module 4, du coup, module business. Et c'est là du coup qu'on leur apprend comment créer sa boîte, comment trouver des clients, les erreurs à ne pas faire, les tarifs et tout. Comment aussi améliorer son personal branding aussi. Avec Damien Joly, d'ailleurs, qui est un ami sur Insta qui parle beaucoup de personal branding et qui va aider les personnes du coup à développer leur image de marque, leur image personnelle, du coup, à travers les réseaux sociaux et du coup, trouver plus de clients. Voilà. Donc c'est vraiment un ensemble, voilà. Et à la fin, théoriquement, tu trouves tes premiers clients et c'est parti. Et après, t'as plus le temps de nous parler parce que t'es débordé, quoi. Voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est cool. Et combien de... Tu m'as dit plus de 900 aujourd'hui ? Ouais, peut-être 930, 950, je regarde. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est énorme. Plus de 1000 sur Discord. Plus de 2000 sur Discord. Donc il y a une communauté sur Discord. Ouais, parce qu'en fait, alors normalement tout se passe sur les gens qui prennent la formation sont après du coup sur le Discord. Après c'est comme tout, t'as aussi des personnes qui demandent des remboursements, tu vois, c'est ce qui est possible. Soit parce que problème financier, ou soit problème de famille, soit finalement pour eux c'était trop tôt. Pour l'instant on a eu personne, je suis un menteur, peut-être 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas trop satisfaites, mais 3 personnes sur 900, voilà, parce que ça leur correspondait pas. Et des fois il y a des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement. Et du coup pour ces personnes-là, en fait on leur recommande juste. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un en physique, tu vois, et bosser genre en physique pendant peut-être 1 ou 2 mois, tu vois. Ça correspond pas à tout le monde, mais globalement tout le monde est content, c'est cool, il y a une bonne communauté, tout le monde est bienveillant. Donc moi je suis très fier de ça, vraiment je suis trop fier. Tout le monde s'entraide, t'as les anciens qui du coup aident les nouveaux, et c'est comme ça à chaque fois. Et on fait des lives des fois. Alors normalement c'est tous les mardis et tous les jeudis, en plus des coachings du coup perso pour passer de module en module, tu vois. Et en plus des fois on est ponctuel sur Discord et puis on vient, qui veut venir sur le Discord, être en vocal avec nous et on discute comme ça. Et gens, il y a même des élèves qui bossent en direct sur Discord et voilà, comme si c'était en coworking, tu vois. Du télétravail live. Et moi je kiffe, moi je suis content. Ouais, mais ça tue, carrément. Et j'ai vu aussi des masterminds passer. Raconte-moi un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. J'en ai fait un trop cool, je m'attendais pas à ça. Il y a pas longtemps là. C'était en mars pendant 4 jours vers Avignon si tu veux. Et en fait, je voulais vraiment qu'on rencontre des élèves. Moi, je voulais rencontrer les élèves et aussi les coachs. Il y en avait 2 que j'avais pas rencontrés encore. Je connaissais beaucoup Salah avec qui du coup je fais le programme du coup sur Premiere. D'accord. Qui est le coach on va dire principal sur Premiere Pro. Et il fallait qu'on rencontre ces personnes-là. On a ouvert les places à 8 personnes. Donc ça veut dire qu'en gros on n'a pas invité genre tout le programme, mais une partie du programme, genre ceux en gros qui avaient fini, si tu veux. Pour leur dire ce que vous voulez, si vous voulez on fait un mastermind. On n'a pas fait d'argent dessus, si tu veux, c'est ce qu'on leur a fait payer, donc c'était 480 € par personne je crois, donc c'est pas cher du tout, c'est bien. C'était juste pour payer les frais, donc l'hébergement, la nourriture et déplacements. Nous on a juste pris dans leurs frais les déplacements pour nous. Moi j'en ai de Porto, mais c'était 150 € par tête, donc c'était pas non plus un budget. Mais voilà, on n'a rien dépensé, rien gagné. On a juste rencontré du monde, on a fait des photos, on s'est rencontrés, bonne ambiance. Juste du kiff quoi. Et je kiffe toutes les personnes qu'on a rencontrées. Genre vraiment c'est trop cool. On a passé du bon temps, vraiment un peu en mode famille. On a passé par exemple le jeudi matin c'était tout ce qui était technique. Jeudi après-midi c'était tout ce qui était ads. Vendredi matin c'était tout ce qui était reels, tu vois. Et du coup il y avait vraiment une partie où pendant 1h30 je faisais la conférence, je vous expliquais du coup toutes mes méthodes, etc. Et après hop, exercice pendant 2 heures. Je t'avoue que les exercices d'ads et de reels et de teaser, ils ont tous pété un câble les élèves parce qu'on leur a foutu une pression de ouf. Parce que le but en fait c'était pas qu'ils finissent l'exercice, mais de comprendre que si un client il voit un reels dans 3 heures, il faut que dans 3 heures t'as un reels. C'est tout.
Voilà. Du coup, il y avait beaucoup de pression par rapport à ça, et surtout voir aussi leur technique pour être beaucoup plus productif. Donc moi, la finalité, c'était pas de savoir s'ils étaient capables de le faire, parce que moi je savais qu'ils étaient pas capables. Ils commencent le montage, tu vois. Donc si je te demande de faire un teaser en 3 heures, je sais très bien que tu vas pas y arriver, tu vois. Moi je peux le faire, tu vois. Mais je sais que eux non. Mais le but c'était pas qu'ils le finissent. Donc après ça ils l'ont compris. Il y a une aussi qui a pleuré d'ailleurs, de stress et tout. Mais après justement le dernier jour on leur a dit les émotions tout le temps, mais même hors montage. Mais ils pleurent vraiment. Mais je suis content. Moi je suis content parce que moi ça leur montre qu'il faut se déchirer et que la vie n'est pas toute rose. Demain tu vas avoir un client et si malheureusement on a été trop gentil et trop laxiste, qu'ils auront une grosse problématique, ils seront pas là à gérer malheureusement. Donc moi je suis là pour qu'ils comprennent tout ça, comprennent qu'il peut y avoir des moments de fail et que si t'échoues maintenant, c'est normal. C'est normal, tu vois. Et encore c'est même pas un échec, c'est un apprentissage, tu vois. C'est normal. On passe tous par là. Sinon t'apprends pas en fait, tu vois. C'est ça. Du coup, t'en referas des masterminds ? C'est sûr. Peut-être en septembre. Peut-être qu'on va être à 16 personnes. C'est vraiment que pour la formation, le club Vidéo Maestro. Mais je sais pas encore exactement où, quel sera le budget, est-ce qu'on augmente un petit peu, je sais pas honnêtement encore. On n'a pas encore posé ça avec l'équipe et tout. Si on devait résumer ça, c'est du challenge, du kiff, rencontre. Et on s'est même rendu compte qu'en fait, là, il y avait beaucoup plus de valeur ajoutée. C'était pas tant en conférence, genre c'est très bien, tu vois, c'est très bien et tout. Mais c'est vraiment après les moments où on parle ensemble, genre tous les deux, etc. Que tu me poses tes problématiques, que moi je suis derrière pour essayer de t'aider, etc. T'as aussi des techniques de montage, peut-être que tu maîtrisais pas trop. Et moi je suis là justement, tout de suite là, en train de te montrer qu'en 2 secondes c'est fait. Moi, le nombre d'élèves ou le nombre de personnes qui me disaient, mais mec, comment on fait ça ? Et moi je prends son ordinateur, comme ça je le prends, et en 30 secondes, son truc il est fait. Là où ils ont pris genre un quart d'heure, 20 minutes, essayer de faire un truc qui était pas ouf, et moi en 2 minutes je leur montre comment c'est fait quoi. Voilà. Bah, pour le coup, là où j'ai le plus appris, c'est en regardant sur les tutos sur internet et en fait en regardant aussi en direct dans des agences les process de chacun. Et putain, en fait, moi je fais ça comme ça. Lui, ça lui prend 10 fois moins de temps alors que moi je me casse la tête à faire ça. C'est des fois on dirait que c'est un truc difficile, ou des fois c'est juste genre une surexposition, tu vois, les flashs par exemple, tu vois. Des fois il y en a qui ont, est-ce que c'est un effet, un plugin, tu vois, l'effet flash, tu vois. Alors qu'en vrai, bah non, c'est juste, des fois il y a des textes, tu vois, qui vont arriver un petit peu en noir et blanc au début et qui seront en couleur après. On se dit, mais c'est quoi ce bordel ? Donc en fait, c'est juste une question de colo en fait, sur le texte. Tu vois, en fait, tout ça on sait le faire parce qu'on a les outils pour le faire, mais on n'a pas le déclic. Tellement c'est trop manuel, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme tu sais, les gens qui vont construire leur propre matos, tu vois, ou leur propre voiture avec les moyens du bord. Et t'as l'impression que comme ils arrivent à faire ça proprement avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à faire des dingueries, tu vois, et s'approprier des petits trucs qui arrivent à faire des gros trucs. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu t'as compris en fait avec les moyens du bord et t'arrives à faire des dingueries, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur le montage à ce niveau-là. Bah, je sais plein de gens qui me disent, ouais, mais je vois des gens qui sont sur After Effects et tout. Je dis, mec, t'en as pas besoin pour l'instant. T'en as pas besoin. Genre, même moi, je fais des vlogs et tout depuis 5 ans et j'ai jamais eu besoin d'After Effects. Les seuls trucs auxquels j'ai eu besoin d'After Effects, c'était pour des titres, on va dire, vraiment incroyables, tu vois, des vrais titres. Et j'ai appelé un prestat pour faire ça, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'After Effects. Ça dépend encore une fois de la niche et de ce que tu veux faire. After Effects, oui, tu veux faire les dingueries et tout. Mais pour du domaine, genre vlog, etc., les clips, je dis pas, ça va dépendre encore une fois du clip et tout. Mais en tout cas, pour du vlog et tout, genre, faut que ce soit rapide, efficace. Pas besoin d'After Effects, c'est bon, t'inquiète pas, tu vois. Donc, ouais, c'est comme ça que je le vois, quoi. Voilà. Carrément. Et aujourd'hui, c'est arrivé de rebosser avec des gars que t'as formés, de faire des belles rencontres. Même actuellement là, tu vois. Il y a beaucoup de gens, même là, mon associé maintenant, dans la boîte là, bah, c'est un mec que j'ai formé. Tu vois. Donc, et dans tous les cas, tous les mecs en monteur que j'avais dans mon ancienne boîte, c'est forcément les mecs que j'avais formés. Donc, pas au biais de la formation, tu vois, mais progressivement au fil des mois. C'est comme ça qu'on fait, viens on fait un call pour que ce soit meilleur sur le client avec qui on travaille. Et c'est comme ça. Alors en fait à la fin il faut que quand tu recrutes quelqu'un, c'est pas juste un numéro en mode tu le recrutes et puis hop je te paye pour faire ça donc tu le fais. Faut que tu sois derrière pour l'éduquer entre guillemets à ce que toi tu sais faire. À la fin ce que tu dois rendre c'est au client c'est une finalité. Donc il faut que tu aies une équipe qui te ressemble. Dans ce cas-là il faut que tu fasses des team building, etc. Que tu passes du temps avec eux pour les aider, etc. Tu vois, et pas juste être en mode je te paye et tu te démerdes, tu vois, ça marche pas comme ça. Tu vois, faut être derrière eux quoi. Carrément. Et du coup si on revient un petit peu sur la partie business de cette formation, du coup c'est pas toi qui la gères ? Non, c'est une boîte qui s'appelle du coup Revoltrain. Du coup, avec qui je m'entends super bien. Ces mecs là ils sont jeunes aussi, ils sont cool, ils sont compétents, c'est eux qui gèrent vraiment toute la partie genre webinaire, SAV, marketing, c'est eux qui font le copy de mes ads aussi et qui vont me dire bah tiens dimanche on doit faire 15 ads, il faut que tu tournes. Moi ok c'est parti, tu vois. Donc eux ils gèrent vraiment tout ça, c'est vraiment eux qui gèrent toute cette partie là. Donc ça tu te concentres vraiment sur la formation. Exactement, de toute façon même j'aurais été incapable de faire ce qu'ils font. Et même si j'étais capable, bah j'aurais fait appel à une équipe aussi pareil. Mais si j'aurais pris une équipe, ça aurait été une équipe comme eux. Vraiment, ils sont. Enfin, j'ai rien à dire, tu vois, donc forcément.
ça paraît facile, mais c'est un peu comme un train. Tu vois, donc ça veut dire que quand le train est en marche, effectivement, il est en marche et tu l'arrêtes pas. Tu vois, et effectivement, à ce moment-là, ça paraît facile. Tu vois. Ouais. Sauf que tu as toute la phase d'avant qu'on voit pas. Essayer de lancer une formation, mettre du budget, ça fonctionne pas. Savoir du coup quel type de profil tu vas rechercher. Quelle est ta cible aussi. Quel type de formation, quelle va être la promesse, tu vois. Avec qui tu vas t'entourer. Quel axe marketing tu vas lancer. En fait, c'est trop de trucs, tu vois. Il faut aussi le budget derrière. Si t'as pas de budget, en fait, ça marche pas. Tu vois. Ouais, c'est clair. Surtout que moi, j'ai pas une communauté. Enfin, il y a quand même des gens qui me suivent, etc. Tu vois, genre j'ai une petite réputation, mais je suis pas connu en tant que filmmaker, tu vois. Oui. Donc j'ai pas d'organique. Genre demain, je fais une pub. Si je devais lancer ma formation, j'aurais peut-être eu, 4 ventes. Tu vois, peut-être. Tu vois. Là aujourd'hui, on fait que de la pub. Là, c'est que de la pub. Tu vois, donc forcément, c'était une autre histoire et un gros challenge. Et je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Ok. Voilà. Non, en tout cas, c'est cool, c'est un beau parcours. Et du coup, aujourd'hui, tu as un pied dans l'entrepreneuriat. Ça va être quoi tes perspectives d'avenir? Comment tu vois les choses pour la suite? Tes envies? Moi, à titre perso, ce que je veux, c'est investir en niveau. Ok. C'est mon. Je suis là, j'ai que ça en tête. Parce que j'ai un peu fait le steak à tout cramer depuis des années, tu vois. Et à vivre sur la boîte. Et le problème, c'est que en perso, c'est comme si j'avais rien gagné, tu vois. Okay. J'étais surtout là pour apprendre, chiller, rencontrer des gens et tout. J'étais pas là en train de me dire il faut que je fasse le max de blé et tout. J'étais juste là pour chiller, rencontrer beaucoup de gens et tout. Et de me dire que maintenant, je passe au deuxième step pour moi. Ou alors au premier step, c'était peut-être dans les vestiaires avant. Maintenant, je passe enfin dans le game. Et de me dire que maintenant, je vais faire les choses proprement. Je repars à zéro, tu vois, avec des bonnes bases, bien accompagné aussi. Et voilà, pour moi, c'est juste un jeu. Tu vois, genre. Je prends ça au sérieux, évidemment, c'est sérieux, tu vois. Mais je veux juste m'amuser, tu vois, et kiffer, et rencontrer des gens, et que tout le monde soit content. Que mon équipe soit contente, que les clients soient contents, tu vois, et c'est tout. C'est l'objectif. Voilà, c'est tout ce que je veux. Ouais. Et du coup, au niveau vraiment montage, au niveau des perspectives d'avenir là-dessus, business, ça va être quoi? Par exemple, au niveau de la formation, je sais pas si on est le programme numéro 1 dans le montage en France, mais je pense qu'on va se rapprocher. Okay. Et j'ai envie que ça le reste, tu vois. J'ai envie d'aider tout le monde. Vraiment, c'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question que je veux aider tout le monde, tu vois. C'est juste ça, tu vois. C'est un peu le leitmotiv. Tu sais, au début, tu passes par te dire que ce que tu veux, c'est arrêter de manger des pâtes, tout simplement. Après, tu te dis que, putain, bizarrement, avec ta passion, tu peux manger plus que des pâtes. Du coup, tu commences à évoluer. Après, tu commences à filmer, à voyager, à te dire que maintenant, je peux voyager de par ma passion. Après, tu commences à recruter une équipe. Donc, en fait, tu passes en gros, de filmmaker à manager, tu vois. Quand je dis manager, c'est vraiment, tu vois, pour le terme grossier. Après, on va passer peut-être directeur artistique. Et après, finalement, tu deviens genre formateur. Et moi, je me suis dit que je me pensais pas capable d'aider des gens. Enfin, je le faisais, mais genre de manière genre gratuite, tu vois, genre tu me poses une question et je t'aide. Naturel. Tu vois. Et là, quand je vois qu'en fait, je peux laisser une équipe gérer ça pour moi, et moi, je continue juste à être focus sur délivrer de la valeur, c'est trop bien. Voilà. Et si en plus j'arrivais à très bien en vivre, c'est encore mieux, tu vois. Donc, parfait. Voilà. Donc la formation plus ton agence à côté. C'est ça. Et là, du coup, je lance ma nouvelle agence parce que je pense que ma mission, elle n'est pas terminée et que je voulais me challenger pour essayer de faire un truc moi-même, tu vois. J'ai envie de tester. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment je vais goupiller mes partenariats, tu vois. Je sais pas. Je suis tout nu là. Là, je veux juste me lancer. J'avais une offre. Je refais l'offre. J'ai surtout des clients, des monteurs. Je mets ça du coup en lien et après on voit. Genre on voit. Là je sais que peut-être les 6 premiers mois, la première année, peut-être que je toucherai pas l'argent qu'on va faire. Après le réinvestir, etc. Tu vois. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je vais avancer, tu vois, avec la main sur le cœur, tu vois. Bien sûr. Et on verra. Là franchement, je pense à rien. Juste j'avance comme ça, les yeux fermés presque. Okay. Bon, évidemment, j'ai un peu une vision sur où est-ce que je veux aller. Sinon, je serais un peu con. Mais voilà, c'est le but, quoi. Ok. Bah écoute, je pense qu'on arrive sur la fin. Ouais. Est-ce que tu as des personnes à recommander que tu aimerais qui passent sur le podcast dans le secteur de l'audiovisuel, des gens qui t'ont inspiré, des gens que tu connais? Franchement, dans le monde de l'audiovisuel, du coup. Ouais, audiovisuel. C'est à y avoir Benjamin Ortega, mec, je t'aime. Ok. Ah, je kiffe ce mec. Benjamin Ortega? Ouais. Tu connais personnellement ou... Non, malheureusement, non. On lui enverra un petit message. Ouais, lui, c'est vraiment, si je dois penser à quelqu'un là tout de suite d'influent et que j'aimerais en plus écouter, c'est Benjamin. Voilà. Okay. Enfin, il y en a plein d'autres évidemment, mais là, Benjamin, right now, tu vois. Voilà. Ok. Que j'ai beaucoup apprécié et qui est français aussi, du coup. Donc, Bah écoute, s'il passe sur le podcast, je t'appelle, tu viendras avec nous. Et du coup, j'espère que maintenant, ce sera grâce à moi qu'il va passer ici. Voilà. Ouais, c'est grâce à toi que je vais le contacter, du coup. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin et un petit conseil pour les jeunes, du coup, qui veulent se lancer Moi, il y a une phrase que j'adore. Ouais. J'ai l'impression de la dire tout le temps en plus. Chaque fois que je la dis, il y en a qui me disent, mais putain, mais ça veut dire quoi cette phrase? Tu n'es pas ce que tu penses, mais tu es ce que tu penses.
En gros, faut réfléchir à cette phrase-là, je vais pas te dire. Mais méditer là-dessus. Tu n'es pas ce que tu penses, mais tu es ce que tu penses. Et ça, c'est une phrase qui au début m'a dit, mais c'est quoi ce truc? Et plus tu y penses, et ça sert à rien en plus. Et plus tu y penses, et plus tu te rends compte que cette phrase a un gros sens et qu'elle peut vraiment changer plein de perspectives de ta vie. Voilà. Ok. À méditer. Ouais, vraiment. Super. Merci Alex. Merci à toi pour l'invitation, c'était cool. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle que audiovisuel et le but, c'est vraiment de faire découvrir tout ça au plus grand nombre et de se faire kiffer, de chill, etc. Donc, est-ce qu'on peut te retrouver, Alex? Sur Insta, Alexandre-Mériguet. Ok. Voilà. Et les formations, du coup, sur le net? Alors, du coup, videomaestro.fr, mais je sens que ça va changer en Revolt Train. Ok. Donc, on va dire suivez-moi sur Insta et vous aurez toutes les news. Voilà. Carré. Abonnez-vous. Mettez en commentaire s'il y a des gens que vous voulez voir passer sur le podcast. On se revoit vite. Salut!